succédera au président sortant Otto Pérez Molina. Écarté après le retentissant scandale de la Linea, il est accusé d'avoir pris part à une affaire de corruption des douanes. Molina et la vice-présidente croupissent tous deux dans les cachots d'une prison de Guatemala City. Autre gros titre de la presse internationale, le 1er octobre dernier, un glissement de terrain frappe le village d'El Cambré de plein fouet. Un pan entier de montagne se détache avant d'ensevelir la localité située en contrebas. Bilan, des centaines de morts et des dizaines de disparus. En plein drame politique et environnemental, le pays se doit maintenant de choisir un nouveau dirigeant. Lors d'un premier tour le 6 septembre dernier, marqué par une participation record, l'humoriste Jimmy Morales s'est placé en pole position. Juste derrière, l'ancienne première dame Sandra Torres. Épisode final de cette telenovela politique le 25 octobre prochain. Cette semaine dans Focus, on vous emmène au Guatemala. Bonsoir, bienvenue, merci de votre fidélité. Ce soir dans Focus, on s'intéresse au Guatemala, ce pays d'Amérique centrale en pleine crise politique après la démission de son président Molina, éclaboussé par des scandales de corruption. Alors pour désigner son successeur, les Guatémaltèques se rendent ce dimanche aux urnes en lice Jimmy Morales, un ancien humoriste, et Sandra Torres, ex-première dame du Guatemala. Pour tenter de comprendre, de mieux comprendre les enjeux de ce scrutin, on va s'adresser ce soir à Juan Luis Font. Bonsoir, vous êtes analyste politique pour la chaîne de télé Antigua Canale. Bonsoir, merci d'être avec nous. Thank you very much. Merci beaucoup, je suis très heureux d'être avec vous. Alors, le 6 septembre dernier, c'est Jimmy Morales qui a emporté le premier tour. Est-ce que vous pensez qu'il a des chances d'emporter la présidence ce dimanche? Eh bien, il a vraiment une grande chance de devenir le prochain président du Guatemala. Selon tous les sondages et les études d'opinion que nous avons en main, il est en tête et il va probablement défaire Sandra Torres dimanche prochain, le 25. Jimmy Morales est un outsider et sa candidature présente de nombreux avantages dans cette campagne. Ah, mais tout de même, la question que tout le monde se pose, c'est comment les Guatémaltèques peuvent élire aux plus hautes fonctions un ancien humoriste qui plus est complètement inexpérimenté en politique. Bien entendu, ça compte comme un avantage en sa faveur, parce qu'à l'heure actuelle, en ce moment, et depuis le début de l'année 2015, les Guatémaltèques ont été très critiques à l'encontre des politiciens traditionnels de notre pays. Ils sont considérés comme corrompus, ils sont vus comme inefficaces et ils sont considérés comme égoïstes et intéressés seulement par leur bien-être, c'est tout. Donc M. Morales surfe sur cette vague qui va à l'encontre du système politique traditionnel. En étant un comédien et en se présentant comme un outsider, eh bien tout cela a un fort avantage pour lui. Juan, parlez-nous un peu de la rivale de Jimmy Morales, Sandra Torres. Certains la comparent à Hillary Clinton, une ex-première dame, démocrate, avec un soutien fort de son propre parti. D'une certaine façon, elle est une sorte d'Hillary Clinton guatémaltèque. Mais j'ajouterais que la comparaison est difficilement faisable entre le Parti démocrate américain et son parti politique. Car ici, au Guatemala, les partis politiques n'ont pas les énormes structures que pourrait avoir un parti américain. Je pense que quelqu'un tel que Sandra Torres est une pionnière dans un pays comme le Guatemala. Je veux dire une pionnière en tant que femme qui s'est battue pour arriver jusqu'au présidentiel dans ce pays. Elle est la première à se présenter à la présidentielle avec une vraie possibilité de devenir présidente. Mais cela mis à part, elle est aussi pionnière car elle a initié la lutte contre la pauvreté grâce à des programmes publics dépendant de l'État du Guatemala. Je pense qu'elle a une certaine ressemblance avec Hillary Clinton, mais je ne dirais pas qu'elle est soutenue par un parti aussi imposant et organisé que l'est Hillary Clinton aux États-Unis. Juan, au fond, qu'est-ce qu'attendent les Guatémaltèques de leur nouveau président ? Voilà une question difficile, je dirais. La plupart des gens attendent du prochain président de poser une limite et de mettre un terme à la corruption à grande échelle que l'on a vu chez les gouvernements, les uns après les autres, durant les 2 dernières décennies dans le pays. Mais d'un autre côté, la plupart des gens qui comprennent vraiment ce qui se passe dans le pays recherchent un gouvernement qui se batte contre la pauvreté, contre les inégalités, et qui mette en place la meilleure atmosphère possible pour créer de la richesse dans un pays qui compte près de la moitié de ses habitants sous le seuil de pauvreté. C'est une bataille terrible, quotidienne, juste pour survivre. Juan Luis Font, merci pour ce décryptage. Je rappelle que vous êtes analyste politique pour Antigua Canale au Guatemala. Merci. Merci et laissez-moi rajouter que notre principal but ici au Guatemala est de devenir une véritable démocratie, ce qui n'a pas été le cas jusqu'à présent. Merci beaucoup.
Répondre à la violence du monde en se l'infligeant, voilà la devise de Regina José Galindo, une performeur proche du mouvement Body Art. Elle s'est par exemple injectée du Valium pendant une expo pour dénoncer la léthargie de ses concitoyens, ou encore encerclée de traces de pieds sanguinolentes la Cour constitutionnelle pour protester contre l'impunité des politiques. Bref, vous l'aurez compris, Regina José Galindo n'est pas une artiste comme les autres. Elle nous fait le plaisir d'être avec nous ce soir pour Focus en direct d'Antigua. Merci Regina d'être avec nous. Bonsoir. Alors Regina, première question, quel message vous souhaitez faire passer à travers vos performances où souvent vous vous mutilez? Je ne veux pas envoyer de message particulier. Je ne pense pas que l'art est une fonction didactique ou que ce soit un guide spirituel pour délivrer un message. Dans mon cas, je suis un artiste avec une conscience politique très claire. Ce qui est le plus important pour moi dans mon boulot, c'est de donner une perspective différente sur certains événements et certaines situations. Je suis aussi très intéressée par la mémoire historique. Et comment est-ce que vos créations, vos performances sont-elles accueillies au Guatemala? Plus généralement, le body art, comment est-il perçu dans votre pays? En ce qui concerne le médium, ça a changé ces dernières 15 années. C'est devenu plus accepté. Il y a une scène très contemporaine, très active. Bien sûr, nous parlons d'un pays avec un faible niveau d'éducation, où les gens ont des besoins au quotidien. Donc même si on dit que l'art a toute sa place dans la société, on ne peut pas dire que l'art contemporain soit complètement accepté. Parce que pour comprendre l'art contemporain, vous avez besoin d'intégrer certains mécanismes et des outils qui nous manquent dans la région. L'art contemporain est bel et bien produit, c'est un mouvement actif et important. Allez, parlez-nous un peu de vos projets en cours. Est-ce que les élections actuelles, par exemple, vous ont inspiré? Pour l'instant, je ne travaille pas sur quelque chose de particulièrement relié au Guatemala. Mon travail a d'ordinaire deux côtés. Ce que je fais au Guatemala et ce que je fais à l'étranger que j'ai tendance à relier au Guatemala. Mon intention et mes priorités dans mon travail sont de montrer que les problèmes du monde existent dans les pays riches, tout comme ils existent dans le tiers-monde. Je n'ai pas l'intention de me rendre à l'étranger et d'exprimer la misère des Guatémaltèques. Il y a environ 10 ans, lorsque j'ai eu l'occasion de présenter mon œuvre pour la première fois à l'étranger, je me suis rendu compte que j'étais plus intéressée de parler de tout ça. Ce qui m'intéresse, c'est d'utiliser l'art comme un pont qui nous aiderait à définir ce qu'est le Guatemala, un pays plein de conflits. Mais nous sommes le reflet de conflits qui existent dans le monde entier, nous sommes similaires à une flaque. Des conflits similaires, mais maquillés, et donc ils en parlent de façon différente que dans le tiers-monde. Allez, dernière question, Regina. Qu'est-ce qui caractérise selon vous le plus l'art guatémaltèque? Très excité, totalement actif. En parlant de façon formelle de la production au Guatemala, elle est extrêmement élevée. Et l'une de ses caractéristiques, c'est que dans la région, il y a tellement de conflits, tellement de tensions. J'imagine que c'est cette combinaison de tensions qui crée le contexte pour créer ses œuvres. C'est très intéressant et excitant d'assister à ce qui se passe au Guatemala. Regina José Galindo, performeur proche du mouvement Body Art. Merci d'avoir été avec nous ce soir et d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup. Les 4 infos à ne pas rater sur le Guatemala, c'est tout de suite en bref et en images et c'est signé comme chaque semaine David Gomba. Un volcan situé à proximité de la capitale Guatemala City, El Fuego, est entré en éruption ce mois-ci, éjectant des cendres à plusieurs centaines de mètres de hauteur. Le volcan Fuego étant tout proche de la capitale du pays, ce sont des millions de personnes qui sont potentiellement menacées par les gaz toxiques. Mais malgré 2 coulées de laves impressionnantes, aucune localité n'a été évacuée pour le moment, à surveiller de près. La police nationale guatémaltèque a arrêté puis renvoyé un groupe de 148 migrants sur la Ruta del Atlántico, l'un des principaux axes du pays. Originaires du Honduras, de Cuba et d'autres pays d'Amérique centrale, ces migrants tentaient de passer la frontière mexicaine avant de traverser le pays pour rejoindre leur destination finale, les États-Unis. Au début de l'année, le nombre croissant d'enfants migrants et leurs conditions de voyage avaient ému la communauté internationale. Cette semaine, la production de la telenovela Amor de Barilla a filmé certaines scènes des derniers épisodes de la série dans l'ancienne capitale du Guatemala, la Antigua. Lors d'une conférence de presse, le producteur de la série a expliqué avoir choisi cette vieille ville pour ses rues typiques qui, selon lui, forment un cadre merveilleux. Diffusée sur la chaîne Canal de las Estrellas, cette série populaire mexicaine est un remake de la fameuse telenovela des années 70, Muchacha de Barrio. Un día la suerte nos va a cambiar, amiga. Así es. Amor de barrio.
Fin des opérations de recherche des victimes suite au glissement de terrain qui a enterré le village guatémaltèque d'El Cambre. Après 2 semaines à fouiller à terre qui ont enseveli des centaines de maisons et leurs habitants, les secouristes ont mis à jour près de 300 corps, tandis que des dizaines de personnes restent portées disparues. La Commission nationale des catastrophes naturelles a indiqué que certaines de ces équipes resteraient sur place pour aider à la reconstruction du village. Alors évidemment, on ne pouvait pas faire une émission sur le Guatemala sans évoquer ces volcans. Au total, 22 monstres de feu au sommet conique impressionnant. Une attraction touristique qui peut s'avérer parfois dangereuse. On en parle ce soir avec vous. Benjamin Andrews, vous êtes volcanologue. Merci d'être avec nous. Bonjour, merci de m'accueillir. Alors première question, combien de volcans sont actuellement en activité au Guatemala ? En ce moment, il y a 2 volcans en éruption. Il s'agit du volcan Fuego, il est situé près d'Antigua. Et l'autre volcan en éruption s'appelle Santa Maria, et plus particulièrement le dôme de lave Santa Guito, qui est extrêmement proche de la ville de Quetzaltenango, au Guatemala. On a aussi un autre volcan, Pacaya, qui se trouve à côté de Guatemala City et qui était en activité il y a 1 mois encore, avec de petites explosions. Alors quel danger représentent justement ces volcans pour les habitants du Guatemala ? Bien sûr. En fait, le type de danger que ces activités représentent vient principalement de tombées de cendres. Et ce qui se passe lors d'explosions, c'est que ces cendres sont expulsées à plusieurs kilomètres de hauteur et peuvent ensuite retomber sur les toits d'habitation et sur des personnes. Cela peut provoquer l'écoulement de toits et pose des problèmes respiratoires. L'autre problème que posent ces cendres, c'est par rapport aux avions. S'il y a énormément de cendres dans l'air, les avions ne peuvent pas voler à travers ces nuages de cendres sans provoquer un crash. Voici les principaux dangers que posent les volcans, ça vient des tombées de cendres. Voici les principaux dangers que posent les volcans, ça vient des tombées de cendres. Il y a un autre type de danger lorsqu'il y a des coulées de lave. Surtout lorsqu'il y a un fort courant de lave, ça peut provoquer des inondations de villages ou détruire des maisons. Vous avez aussi des coulées pyroclastiques qui sont en fait les courants les plus dangereux. Ils sont composés de cendres brûlantes et de gaz, qui dévalent le volcan à 50 km/h et même plus vite parfois. Et ces coulées détruisent tout en chemin. Parlez-nous un peu, pour finir, du métier de volcanologue. Est-ce que par exemple un volcanologue peut prédire l'éruption, une éruption volcanique ? Oui, dans mon travail, je ne me spécialise pas uniquement dans la prévoyance d'éruptions volcaniques. En fait, j'étudie les éruptions dans l'histoire pour comprendre essentiellement comment les éruptions futures pourraient se déclencher. Pour cela, je peux analyser les roches et essayer de comprendre dans quelles conditions ces roches ont été conservées avant l'éruption, donc savoir à quelle chaleur se trouve le magma à ce moment, à 800 degrés Celsius ou à 1000 degrés Celsius. Je peux aussi étudier la profondeur. Le magma provenait-il d'une strate remontant à 2 km sous la Terre ou à 10 km sous terre? Et ce genre d'observation que je peux faire aidera finalement d'autres scientifiques qui, eux, sont impliqués dans le contrôle des volcans. Benjamin Andrews, volcanologue, merci pour toutes ces explications. Super, merci beaucoup. Le Guatemala est sans doute le pays le plus coloré de toute l'Amérique centrale pour ses traditions, mais également pour ses paysages. L'une de ces traditions, c'est le tejido, cette tunique dont les Guatémaltèques sont si fiers d'ailleurs qu'aujourd'hui le tejido a son propre musée. Et on va en parler tout de suite avec Daniel Bolvito et Janet Lopez, tous deux descendants des Mayas. Merci à tous les deux d'être avec nous. Bonjour, merci de nous avoir avec vous. Nous sommes ici à Antigua, au Guatemala, dans le musée Casa del Tejido. Et nous sommes heureux d'être avec vous également. Alors, depuis la Casa del Tejido, la maison du tejido, expliquez-nous en quelques mots ce qu'est le tejido. Le tejido en soi, c'est le procédé de préparation artisanale de la laine et c'est aussi le produit des métiers à tisser préhispaniques utilisés au Guatemala. Le tejido est utilisé par les populations indigènes, comme vous pouvez le voir, et aussi derrière moi, ce sont des tejidos. C'est quelque chose de très spécial car cela fait partie de notre culture, de la culture indigène ici au Guatemala. Tous les habitants du Guatemala ont leur propre tejido, vous confirmez ? L'exposition consiste en diverses formes d'habillement indigène, car dans chaque région, ils ont des vêtements différents. Les couleurs, les tailles sont différentes et donc nous expliquons un petit peu le mode de production. Il existe une grande variété de textiles indigènes et donc une grande variété de préparation de ces textiles. Il y a des artisans comme Madame Jeannette qui vous montrent comment on fait, donc vous pouvez vraiment voir le procédé.
De quand date-t-on la première pièce, le premier terrido tissé dans votre pays? Eh bien, les preuves physiques comme des sites archéologiques mis à jour montrent que cela remonte à entre 300 et 900 ans après Jésus-Christ. Ça, c'est ce que l'on a comme preuve physique des premières utilisations de fabrication et d'utilisation. Donc dans les sites archéologiques, on voit des images de ces tissages, les tejidos. Daniel Bolvito et Janet Lopez, tous deux descendants des Mayas, merci d'avoir été avec nous et pour ces explications sur le tejido. Merci de prendre le temps d'apprendre et de vous intéresser à cela depuis un endroit aussi lointain. Voilà, cette émission touche à sa fin. Merci de l'avoir suivi. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure. En attendant, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Vivez curieux, restez focus. À la semaine prochaine.